Bourse en 2022. Le krach peut-il être stoppé? Bilan du marché baissier depuis le début de l'année 2022. Les véritables raisons de la baisse des actifs risqués en bourse. Les indices boursiers de retour sur leur plus bas de juin dernier. Faut-il acheter comme en juin dernier? Timing et surtout par quoi? Qui va permettre au bear market de s'inverser à la hausse? Fin d'année, premier trimestre 2023. C'est parti pour le Top Gun de ce lundi 26 septembre 2022. Alors chers amis, bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver. Les indices boursiers, le marché action sont sous pression, des hausses de taux d'intérêt, les taux d'intérêt du marché sur des records pluriannuels, le dollar sur un record pluriannuel, retour des actions sur leur plus bas de juin dernier, le point bas de juin qui avait déclenché le rebond de l'été. Faut-il à nouveau acheter ou pas? J'ai envie de répondre à toutes ces questions, mais de faire les choses proprement. C'est-à-dire que nous allons ici faire un bilan. Vous allez réaliser une chose. Il n'y a pas que les actions qui baissent. Toutes les classes d'actifs baissent. Il y a une décollecte générale. Quelles sont les vraies raisons de la baisse? J'ai oublié ce guillemet. Quelles sont les véritables raisons de la baisse? Oh non, ce n'est pas la guerre en Ukraine, c'est un des facteurs. Mais les pressions avaient commencé bien avant. L'inflation avait commencé une année avant. Est-ce que le marché action est survendu comme en juin dernier? Il faut qu'on parle de ça en détail. Tous les aspects d'infrastructure du marché. Et qu'est-ce qui va permettre de nous en sortir? Que faut-il vaincre pour stabiliser les indices? Voilà mes amis, c'est le plan de cette émission. Je vais illustrer donc mon propos à l'aide de nombreux graphiques. Et d'ailleurs, je vous rappelle une chose, cette émission est disponible au format podcast en suivant le même titre sur les principales plateformes d'écoute que vous connaissez bien sûr. Et puis, j'ai bien segmenté cette vidéo. Vous avez, lorsque vous êtes sur la timeline en bas de la vidéo, vous avez le plan. Vous pouvez aller directement aux différentes parties qui vous intéressent. Voilà, écoutez, c'est parti, je me réduis, ne perdons pas davantage de temps, j'espère que cette rentrée se passe bien pour vous et que vous conservez l'optimisme nécessaire qu'il faut dans ce monde où mass média qui fait son beurre sur le pessimisme généralisé. Et souvent d'ailleurs, lorsqu'il fait son beurre sur le pessimisme généralisé, c'est que généralement on n'ira pas vraiment beaucoup plus bas. Mais ça n'a reste qu'un adage boursier. Alors regardons les faits. Les faits objectifs, il n'y a que ça moi qui m'intéresse. Les positionnements émotionnels, médiaticaux et que sais-je encore ne m'intéressent pas. Alors, et encore moins les biais. Il n'y a rien de pire en bourse qu'un biais. Il n'y a rien de pire en bourse d'avoir une relation émotionnelle à un actif. Je n'aime pas cet actif, il va baisser. Faux. 99% de taux de perte. Les faits et seulement les faits. L'action des prix, les flux, les raisons fondamentales. Alors, bon, j'ai pris l'habitude, et puis bon, je pense que vous le savez, d'essayer de... Je crée des slides, mais j'essaie de ne pas les lire, et puis je mets en parole donc ce dont j'ai envie de vous parler. Alors je vais un peu trop vite. Donc voilà, il y aura quand même 5 grandes parties. Si le krach devait être stoppé. Si le krach devait être stoppé, à quel prix? Nous sommes revenus sur les plus bas de juin dernier. De manière assez violente, eu égard la semaine dernière aux 3 hausses de taux de la Réserve fédérale des États-Unis. Et le consensus pour les prochains mois est encore à une envolée des taux de la Fed. Les taux de la Fed, la Banque centrale américaine, sont à 3,25%. Le consensus pour début d'année 2023, c'est 5%. On remonte 20 ans en arrière. Vous imaginez si ça se passe vraiment? Les conditions de crédit à la consommation, les conditions de crédit à l'immobilier, ça commence déjà en plus à bloquer un peu. Pour la partie immobilier. Mais si ça se produit vraiment, si le consensus a raison, il n'y a aucune raison que le marché action se stabilise. Et donc ces anticipations, pour que le marché action se stabilise, il faut les battre en brèche, il faut vaincre un certain nombre d'ennemis fondamentaux, à commencer par le régime des prix, cette inflation
qui d'abord est venu de l'inflation énergétique. D'ailleurs, le prix de l'énergie continue de se replier. Est-ce que la désinflation va venir de cela ? Il n'y a pas que ça, il y a d'autres sujets qu'il faut vaincre pour permettre au marché action de se stabiliser. On va commencer par faire un travail de bilan. J'aime bien moi faire les choses de manière ordonnée, chronologique. Donc on fait un bilan du marché boursier dans sa globalité. Vous allez voir, il n'y a pas que les actions qui baissent. Il y a une décollecte partout. Ensuite, les véritables sources de la baisse, le marché qui est revenu sur ses plus bas de juin dernier, est-ce qu'il faut payer comme en juin dernier ? Bien sûr, le temps fort fondamental de la semaine, encore une fois, mais vous allez dire que je radote, mais c'est la vérité, ce sont les chiffres de l'inflation pour le mois de septembre qui sont publiés vendredi. En clair, eu égard à la poursuite du repli du prix de l'énergie, le pétrole et le gaz naturel sont en chute depuis le début de l'été, il faut que cela se traduise dans l'inflation sous-jacente. Sinon, on est mal. On verra vendredi. L'analyse technique, les indicateurs d'infrastructure, l'analyse quantitative, on va passer un moment intéressant. Enfin, je l'espère. Alors, bourse. Bilan du bear market de l'année 2022 sur toutes les classes d'actifs, c'est-à-dire les 5 grandes classes d'actifs, le marché action, le marché obligataire, le marché des matières premières, le marché des changes, Forex, c'est le marché des changes flottants, le marché des crypto-monnaies, et puis on va regarder donc quelques éléments. Alors, j'ai préparé ici un graphique, mais je l'ai bien sûr en temps réel. Alors, je repasse ici en temps réel sur la plateforme. Et donc, vous avez un graphique qui expose ce qu'on appelle la performance entre aujourd'hui et le 31 décembre 2021. Alors, year to date. Vous avez une sélection d'actifs qui représente toutes les 5 grandes classes d'actifs que je viens de vous décrire, et donc l'évolution de la courbe tout au long de l'année. Mais on regarde, nous, ici, les chiffres arrêtés à aujourd'hui, à maintenant, quand j'enregistre la vidéo, lundi matin, avec la performance. Toutes les classes d'actifs sont en baisse, sauf le pétrole. Et encore, le pétrole ne gagne plus que 4% depuis le début de l'année, la ligne de zéro est ici. Le pétrole gagne 4% depuis le début de l'année, il a gagné jusqu'à 60% au début de la guerre en Ukraine. Depuis, il n'a cessé de baisser. Alors, l'or perd 8% depuis le début de l'année, l'euro-dollar perd 14%, le Bund, le contrat de taux de l'Allemagne fédérale. L'Allemagne qui devient un sujet épineux. L'Allemagne, ses perspectives économiques sont très dégradées, et là pour le coup, à cause de la guerre en Ukraine, à cause de la distorsion sur les flux commerciaux et sur son alimentation énergétique. Bon, c'est compliqué pour l'Allemagne. Et quand l'Allemagne a des difficultés, comprenez bien que la zone euro en a aussi, en particulier la France. Mais le Bund, historiquement, le contrat obligataire de l'Allemagne fédérale, c'était considéré comme l'actif refuge. Même lui subit de fortes décollectes. Donc, toutes les classes d'actifs sont en baisse. J'entends par là, c'est difficile de s'en sortir cette année sur le marché. Il ne faut pas s'en vouloir d'avoir un portefeuille en baisse, puisque très rares sont les secteurs qui ont monté. Je vais vous montrer. Oui, certains secteurs ont monté. Je vais tout vous montrer. Il y a certains secteurs, bon, je vous donne l'énergie, les valeurs refuges comme typiquement les utilities ou les produits de base défensifs, l'alimentation, les boissons et bien sûr les acteurs du secteur de la défense. On va regarder ça sur le CAC 40. Vous allez voir la hiérarchie sectorielle depuis le début de l'année. Bon, mais à part ces secteurs défensifs ou qui surfent sur la guerre, tout le reste, ça chute. Donc voilà, c'est une année difficile pour tous les métiers de la gestion d'actifs. En bleu turquoise, les indices boursiers, j'ai mis une action Tesla. Pourquoi ? Parce que Tesla est l'action la plus tradée en termes de volume par les investisseurs particuliers américains. Et le Bitcoin, moins 58%. Toutes les classes d'actifs sont en baisse depuis le début de l'année. Alors, vous avez sous les yeux maintenant ce qu'on appelle la heatmap du CAC 40, c'est-à-dire les 40 valeurs du CAC 40 en performance year-to-date, entre aujourd'hui et le début de l'année. La taille du quadrilatère représente la capitalisation boursière, et vous allez voir que le vert n'est pas très présent. En fait, alors, dans le CAC 40, il y a 30% du calcul du CAC, même 35%, c'est les valeurs du luxe. LVMH, L'Oréal, Hermès, Kering en chute. Et regardez la taille des quadrilatères. Alors, qu'est-ce qu'on a en vert ? Total, logique, le prix du pétrole d'ailleurs, Total gagne 4%. Exactement comme la hausse du prix du pétrole depuis le début de l'année. Thales, merci les armes, merci l'armement.
Et Orange, bon, ouais, on va pas se mentir, anciennement France Télécom, the valeur défensive. À part ça, tout baisse. Bon, voilà. Donc c'est ça l'illustration sectorielle du bear market de cette année. Maintenant, allons aux États-Unis. Là, je vous ai montré la heatmap du CAC 40. Maintenant, je vous montre la performance des secteurs du marché action aux États-Unis. Aux États-Unis, sur le marché action, le S&P 500, il y a 11 super secteurs. On va regarder leur hiérarchie et leur performance depuis le début de l'année. 2 secteurs sont en hausse, SPN, l'énergie, et les utilities, c'est-à-dire les services publics. À part ça, tout baisse. L'énergie, on comprend pourquoi. Et encore, regardez la courbe de l'énergie, on est très loin des plus hauts de juin dernier. Là aussi, eu égard à la baisse depuis le début de l'été du prix du pétrole et du gaz naturel. Donc ça, c'est un premier bilan de la situation actuelle. Maintenant, où en est-on par rapport à l'histoire et a-t-on suffisamment baissé ? Les grands marchés baissiers au cœur des récessions historiques et la cible théorique de la baisse selon la moyenne du passé. Alors, je me suis tourné du côté des crises économiques américaines depuis 1930 en regardant la performance du S&P 500. À l'heure actuelle, malheureusement, au plus bas et au retour sur le plus bas annuel, la baisse de 2022 est inférieure à la moyenne de baisse en période de récession. Car je vous rappelle que les États-Unis sont en récession technique. Donc là apparaissent tous les bear markets depuis presque un siècle aux États-Unis, avec en blanc la raison fondamentale de cette récession économique et en rouge la performance du S&P 500. Et donc, voilà, j'ai calculé ici la moyenne, moins 34% en moyenne. Qu'en est-il à l'heure actuelle ? Je vais prendre ici le plus haut. Donc vous avez sous les yeux un graphique qui expose les bougies japonaises en données hebdomadaires du S&P 500. Je prends le point haut de janvier au point actuel. On perd 24%. Donc la baisse du marché à l'heure actuelle, si on devait se stabiliser sur le prix actuel, c'est-à-dire, vous voyez bien où nous sommes revenus sur les plus bas de juin dernier. Et cet été, on a fait le pullback au contact de la ligne de coup de l'épaule tête épaule et on a rejeté. Bon, là, vous avez le sommet d'avant le choc boursier de la crise sanitaire. Voilà, à l'heure actuelle, on ne perd pas, on est à 10 points de pourcentage en moins que la moyenne des baisses à chaque fois qu'on était en récession. Donc, c'est ça qui, d'un point de vue historique, peut faire croire que le marché peut encore aller plus bas. Alors, revenons sur les véritables sources de la baisse du marché action. Quand j'entends véritable source du marché action, c'est que j'ai tellement lu, écouté, entendu que tout était dû à la guerre en Ukraine, alors que le bear market a commencé entre novembre et décembre 2021, et la guerre en Ukraine fin février 2022, que l'inflation a commencé un an avant la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine a été un accélérateur de données structurelles en place depuis plusieurs mois déjà. Donc, quelles sont ? Bien sûr que maintenant, ça fait partie du catalogue de raisons fondamentales à la baisse. Mais ce n'est pas la source primaire. Reprenons un peu ces raisons. Alors, j'ai essayé ici de les lister, bien sûr que cette liste n'est pas exhaustive, mais je pense qu'ici nous avons les principales raisons. Je vais retirer la petite caméra que vous puissiez voir l'ensemble des graphiques qui viennent du site tradingeconomics.com. Les sources primaires de la baisse. Tout d'abord, la fin de l'argent gratuit. La remontée verticale des taux d'intérêt. S'il vous plaît, regardez ce graphique. Vous avez sous les yeux. Nous sommes en fait en train de vivre. La fin de 40 ans de baisse des taux d'intérêt. C'est pour ça que le marché est sous pression. Vous avez un graphique qui expose depuis 40 ans, depuis le début des années 80, le taux d'intérêt à 2 ans des États-Unis, le taux d'intérêt à 10 ans des États-Unis, le taux d'intérêt à 2 ans de l'Allemagne, le taux d'intérêt à 10 ans de l'Allemagne. Depuis 40 ans, c'est une tendance baissière et regardez depuis un an. Nous sommes en train de casser par le haut ce trend baissier. Donc, ce qui est en train de se passer,
est extrêmement important. C'est vraiment une remontée verticale des taux d'intérêt. C'est pour moi la raison principale en fait du choc sur le marché. Bien sûr, deuxième raison, l'inflation hors de contrôle qui a débuté bien avant la guerre. Alors cette inflation hors de contrôle est illustrée ici à droite par le taux d'inflation annuel au sein de la zone euro. Depuis plus de 25 ans, jamais on a eu, je vous laisse observer cette courbe du taux d'inflation au sein de la zone euro, c'est complètement incroyable, et post-Covid. Alors, ce n'est pas la faute de la guerre en Ukraine. Voyez ici la dynamique du CRB Index. Je vous montre ça tout de suite. Le CRB Index, c'est un indice composite de matières premières, de 19 grandes matières premières. La guerre en Ukraine, c'est là, sur le graphique. La hausse a commencé en avril 2020. Les 80% de la hausse du prix des matières premières, c'était avant la guerre en Ukraine. Et ça, c'est lié au Covid, où pendant un an, plus d'investissement dans les moyens de production, mise en pause des moyens de production, mauvaise gestion des ressources humaines, il y a eu des licenciements, et lorsque l'économie est repartie, le système de production n'a pas pu faire face à la demande. Et on est encore là-dedans, dans ces goulets d'étranglement entre production et consommation. Sans oublier les problèmes de logistique. Et bien sûr que les événements géopolitiques sont venus rajouter des tensions à ces problèmes de flux fondamentaux. Mais la raison était bien plus ancienne, et c'est même plus globalement probablement des raisons liées à cette injection massive de liquidités depuis 2008, qui a créé tellement de distorsions entre économie réelle et économie financière ou virtuelle, comme on veut, que c'est ça qu'on paye actuellement. La guerre en Ukraine est bien sûr aussi un des éléments majeurs de tension. Donc, cette inflation qui reste hors de contrôle a commencé bien avant la guerre en Ukraine. Et c'est ça qu'il faut vaincre pour que le marché se stabilise, en tout cas dans les vraies raisons de la baisse. Troisième raison, les anticipations de récession économique. L'Allemagne, j'ai pris l'exemple de l'Allemagne. Vous avez ici le PMI en haut à droite, le PMI manufacturier de l'Allemagne. PMI pour Purchasing Manager Index, qui est un des indicateurs économiques avancés les plus respectés par le marché, qui est d'ailleurs basculé sous 50. Sous 50, c'est anticipation de contraction. Il n'y aura aucun rebond du marché action tant que ces courbes seront baissières. J'illustre mon propos, où j'ai ici créé pour vous la superposition du PMI global, du Purchasing Manager Index global des États-Unis, avec l'indice Russell 2000 en bougie japonaise, les 2000 plus importantes capitalisations boursières de Wall Street. La corrélation est juste incroyable. C'est quasiment la même courbe. Tant qu'il y aura des anticipations de récession économique, tant qu'il n'y aura pas d'inversement de la courbe des PMI, et en Europe c'est vraiment l'Allemagne, et on comprend pourquoi l'Allemagne est en difficulté. Pour cet hiver, c'est vraiment un enjeu pour l'Allemagne au sein de la zone euro. Et bien sûr, s'ajoute à ça le contexte géopolitique, la boîte de Pandore nucléaire. Ne serait-ce que l'utilisation d'armes nucléaires tactiques, et non stratégiques, tactiques, juste sur le champ de bataille, localisé. Le simple fait d'en utiliser, pour moi, ouvrirait une boîte de Pandore, le marché ne s'en remettrait pas. Il faut éviter ça. Ça, c'est un des stress de l'immédiat. Il faut éviter ça. Sinon, il n'y a pas de raison que le crack s'arrête. Les nouvelles anticipations de la Fed. Je vous remontre ça. La Réserve fédérale des États-Unis, qui la semaine dernière a remonté son taux directeur à 3,5. Les anticipations pour la réunion du 9 novembre prochain, 4%. Les anticipations pour le 14 décembre prochain, 4,5%. Pour le 1er février, 4,75%. Pour le mars prochain, 5%. Si ce scénario se produit, pour les taux d'intérêt de la Fed, il n'y a aucune raison que le crack s'arrête. Mais bien sûr, ces anticipations sont peut-être dans l'erreur. Alors d'ailleurs, les indices boursiers sont revenus sur leur plus bas de juin dernier. Et ce qu'il faut acheter, que ce soit les indices boursiers américains ou européens, tous sont revenus sur leur plus bas de juin dernier. Les niveaux de support technique qui ont déclenché le rebond cet été. Est-ce qu'il faut encore les acheter ? Bon, alors, au moment où j'enregistre cette vidéo, il y a une petite réaction, mais
C'est fébrile. Il faut une session de rupture. On va regarder ce qui s'était passé en juin dernier. C'est ça qui permettra de répondre. Mais est-ce qu'on est survendu? Est-ce que le marché est survendu comme en juin dernier? Alors j'ai rassemblé pour ça un certain nombre d'indicateurs d'infrastructure. On va regarder d'abord les données de valorisation boursière. Et pour ça, j'ai pris quelque chose d'hyper classique, des multiples, le price earning ratio et le Shiller price earning ratio. Vous avez ici le PE du S&P 500, donc la valeur du S&P 500 est rapportée aux anticipations de bénéfices à un an. Bon, le PER est revenu à 18, mais on est quand même très loin des plus bas historiques. Oui, forcément, on commence à atteindre un niveau de survente, mais qui n'est pas excessif selon le PE. Et si on regarde du côté du PE de Shiller, qui est en fait un price earning ratio qui compare le prix du marché par rapport non pas aux bénéfices estimés, mais à la moyenne des bénéfices des 10 dernières années retraités de l'inflation, on est très loin d'être archi survendu. Donc en termes de valo, c'est pas non plus un marché aussi survendu que ce qu'on pourrait le croire. Je reprends d'autres éléments. L'infrastructure quantitative du marché action. Rappelez-vous, je vous avais montré ça en vous proposant de regarder du côté du pourcentage des actions du S&P 500 vis-à-vis des moyennes mobiles à 20, 50 et 200 jours. Alors, en juin dernier, le point de départ du rebond, eh bien, il s'agissait d'un moment où seulement 16% des actions du S&P 500 étaient au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Et donc 85% en dessous. Et le point haut du marché ici, donc c'était en février dernier, il y avait plus de 90% des actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Alors on revient effectivement sur le point de rebond de juin dernier, mais voilà, historiquement, on voit que le marché peut aller chercher jusqu'à moins de 5% des actions au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Et si on devait faire ce scénario-là, en fait, c'est un retour du S&P 500 au contact des 3400 points, l'ancien record avant le choc boursier de la crise sanitaire. On va regarder maintenant, pour le très court terme, le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. Là, on est vraiment dans une zone extrême. Il y a moins de 8% des actions du S&P 500 au-dessus des MM20. C'est pour ça que là, en début de semaine, on rebondit un peu. Et idem pour la moyenne mobile à 50 jours. Donc effectivement, je ne serais pas surpris qu'à court terme, le marché parvienne à se stabiliser sur les plus bas de juin dernier. Mais pour le moyen long terme, vous voyez que c'est vraiment pas gagné. Lorsqu'on regarde, on peut tenir ceux de juin, mais on peut aller chercher plus bas en regardant le pourcentage d'actions du S&P 500 vis-à-vis de la moyenne mobile à 200 jours. Alors, la situation de stress du marché du crédit. Vous savez, le marché du crédit, c'est le plus important du monde. Et moi, les variations, par exemple, sur le Bund, le contrat obligataire de la Réserve fédérale, m'effraient un peu. Je regarde aussi les obligations spéculatives. C'est vraiment là où on voit le rapport au risque des investisseurs institutionnels. Bon, on est revenu partout sur les plus bas de juin dernier, voire parfois on bascule en dessous. Moi, je trouve que la situation est assez tendue. Je vais vous montrer ça. Alors, je vais aller chercher ces éléments-là. Hop, je vais d'abord vous montrer, alors en allant dans les taux d'intérêt, où on est le contrat obligataire Bund de l'Allemagne. L'Allemagne, c'est chaud. C'est-à-dire, on bascule sous les plus bas de juin dernier. Tant qu'on ne réintègre pas ça, c'est tendu. Il y a une défiance. Les investisseurs s'inquiètent énormément de comment l'économie allemande va faire face à l'hiver. L'heure de gloire de l'Allemagne sur le plan économique semble révolue. Maintenant, bon, elle a... attention, on ne va pas enterrer l'Allemagne trop vite. Elle a des réserves. Elle a quand même une structure industrielle nettement plus solide que la nôtre, et pas que, technologique aussi. Donc, on verra. Mais ça va être vraiment, si vous voulez, un des baromètres majeurs pour envisager un point bas. Maintenant, ça va être le Bund et le DAX. Tant qu'il n'y a pas de signaux techniques de renversement haussier sur le Bund et le DAX, on reste en bear market, en ce qui concerne les actions européennes. Donc, j'ai regardé aussi du côté des junk bonds américaines, les obligations spéculatives américaines. Elles cassent leur point bas de juin dernier. En termes de prix, ça donne pas vraiment envie d'acheter le point bas du S&P 500 de juin dernier.
puisque à moins d'avoir un piège technique sur ce prix des obligations, en fait, tant que le Bund et les obligations spéculatives américaines ne réintègrent pas ces niveaux brisés la semaine dernière, c'est chaud. Il y a des éléments par contre plus engageants. Par exemple, le sentiment des investisseurs particuliers américains qui a atteint la semaine dernière un record annuel. C'est un indicateur contrariant. Le réservoir des vendeurs semble archi rempli, ce qui pourrait au moins stabiliser le marché sur les plus bas de juin dernier. La confiance du consommateur américain, autre baromètre important, car vous savez qu'elle fait le PIB américain. Je suis allé chercher ici les datas. Vous avez la représentation graphique depuis 70 ans du niveau de la confiance du consommateur américain calculé par l'Université du Michigan. On est sur un point bas historique. Ça laisse plutôt penser qu'on est proche du point bas. Donc voilà, il y a des indicateurs d'infrastructure qui se neutralisent et c'est vraiment pas évident d'avoir la réponse, surtout dans le contexte actuel. Alors fin de la baisse, quel timing? Écoutez, fin de la baisse, quel timing? Tout d'abord, le marché fera son point bas dès lors que l'inflation entrera en tendance baissière. D'ailleurs, cette semaine, n'oubliez pas, c'est le temps fort fondamental. C'est le temps fort fondamental de la semaine. Vendredi 30 septembre, les chiffres de l'inflation au sein de la zone euro pour le mois de septembre en version flash. Le marché anticipe encore une accélération de l'inflation. Si c'est le cas, le marché décroche. Par contre, une bonne surprise qui pourrait être due à quoi? Une bonne surprise qui pourrait être due au fait que le prix du pétrole continue de baisser. Et du gaz naturel, on verra. Mais voilà. Je pense qu'octobre va vraiment être calibré sur ces chiffres de l'inflation prévus ce vendredi 30 septembre. Donc en gros, pour que le marché stabilise, il faut briser l'inflation, non pas la ramener à 2%, mais la briser dans sa tendance haussière. Ensuite, il faut que cette cassure dans la tendance haussière de l'inflation provoque le pivot monétaire des banques centrales, c'est-à-dire une anticipation à nouveau de baisse de taux d'intérêt. On voit que là, rien n'est attendu avant mi-2023. J'espère que le consensus a tort. Ensuite, il faut écarter pour de bon la boîte de Pandore nucléaire. Et oui, ça compte vraiment. C'est vraiment ça qu'il faut. C'est ce spectre-là. Parce que le marché, sinon, part en crack, comme jamais. La récession économique, finalement, on y est déjà. C'est même plus tellement le sujet. Voilà pour moi vraiment les trois sujets. Inflation, taux d'intérêt et boîte de Pandore nucléaire. Il faut résoudre ces trois énormes difficultés structurelles pour envisager une stabilisation du marché action. Donc, faites attention, n'oubliez pas, donc ce vendredi, c'est le temps fort fondamental de la semaine. Et enfin, pour revenir à la partie technique, ça prendra du temps pour renverser ce grand bear market. On va regarder maintenant les indices boursiers. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter si mon travail vous intéresse. On va regarder plus en détail les indices boursiers. Mais revenons un peu, regardez dans le passé. Alors là, vous avez les bougies japonaises en données hebdomadaires du S&P 500. Bon, le choc boursier de la crise sanitaire, mais qui était quelque chose de très ponctuel parce qu'on s'était mis volontairement à l'arrêt. Mais si vous prenez par exemple le bear market de la crise financière, voilà, en termes d'équivalent, on serait là en fait. Si vraiment on casse les plus bas de juin dernier, il y aurait tout ça derrière. Bon, regardez, le temps qu'on avait mis, on avait mis plus 6 mois à faire une énorme épaule tête épaule inversée pour repartir à la hausse. Prenez le bear market de la bulle internet, qui avait duré extrêmement longtemps. Et on a mis 6 mois à faire un triple bottom. Donc là, je prends les deux bear markets récents, en tout cas ceux de ce siècle, pour faire une comparaison. Mais si je reviens à la situation actuelle, vous voyez que dans le meilleur des cas, on tient ce niveau et on arrive à faire une figure d'orange et on repart. Vous voyez que ça, dans tous les cas de figure, même le plus positif, ça va prendre du temps. Alors maintenant, dans l'immédiat, pour le très court terme, je ne serais pas surpris qu'on stabilise un peu sur ces niveaux. Je vous ai expliqué pourquoi. Que ce soit ici sur le S&P 500. Je vais vous montrer maintenant le cours du CAC 40. Pareil, le cours du CAC 40 en hebdomadaire. Ici, on est en fait dans un bas de range. Donc effectivement, pour le très court terme, je ne serais pas surpris qu'on tienne un peu. Mais si vous prenez le DAX, par exemple, le DAX, lui, c'est chaud. Il s'accroche, il est revenu sur ses plus bas de juin dernier, il bascule un peu en dessous. Il y aurait éventuellement cette trendline, alors que l'on retrouve aussi sur le contrat futur Eurostoxx 50, qui est en Europe beaucoup plus tradé que le DAX. Mais voilà, c'est extrêmement tendu cette situation de début de semaine. Donc,
J'espère avoir apporté quelques éléments de réponse pour commencer à se projeter sur quand, et on voit que le point bas majeur du marché, écoutez, moi si je devais donner mon opinion, décembre prochain, premier trimestre 2023, voilà pour le moyen long terme. Maintenant pour le très court terme, je pense qu'on peut un peu stabiliser sur les points bas de juin dernier, et ensuite on verra bien, mais il y a des éléments de stabilisation très court terme. J'espère que ça vous a plu, messieurs, dames. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et passez une excellente semaine. Merci de m'avoir écouté.